Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci. Quand un géant mondial affiche ses ambitions de lutte contre le réchauffement et de préservation de la biodiversité, ça donne quoi? Réponse juste après ces titres. Faut-il emprunter 70 milliards de plus pour financer la transition climatique? Nous débattrons de cette proposition avec notamment Bénédicte Peyrol, députée LREM de l'Allier, qui est à l'origine de cette idée. Puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Self-Bar, des tables autonomes de distribution de boissons, un système qui se veut solidaire et coopératif. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Isabelle Spiegel, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la directrice de l'environnement de Vinci. Le 8 avril prochain, l'Assemblée générale du groupe sera très environnementale. Pourquoi ? Eh bien, nous avons souhaité effectivement soumettre au vote consultatif de nos actionnaires notre plan de transition environnementale, dans un but de les informer et de les consulter, bien sûr, sur ce projet qui est stratégique pour les prochaines années et structurant pour les activités de nos entités. Alors, ça s'appelle Say on Climate. Ça signifie quoi concrètement? Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de pression interne à la performance environnementale ou climatique ? C'est surtout le fait de s'exprimer sur les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux de manière un petit peu plus large, et donc de mettre ce sujet qui est central au centre également des préoccupations, c'est-à-dire au même niveau que les enjeux économiques et sociétaux. C'est engageant, une démarche comme celle-là ? À quel point c'est engageant? Pour nous, c'est important de souligner que l'environnement est l'affaire de chacun de nos collaborateurs. Et quelque part, c'est la mise en cohérence de cette démarche qu'on a souhaité faire également avec nos associés, avec nos actionnaires, pour les associer de façon pleine et entière à cette démarche. Alors, quelques chiffres concernant Vinci. 43,2 milliards de chiffre d'affaires en 2020, plus de 200 000 employés dans 120 pays. Et puis ses objectifs 2030, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, 90% de béton bas carbone. Il y en a d'autres, évidemment. Ça suppose quoi de tels objectifs pour 2030? Des investissements, un changement de modèle ? Un peu de tout ça, je pense. Effectivement, donc on a souhaité annoncer notre nouvelle ambition environnementale pour la prochaine décennie. Donc, elle se projette sur les 10 ans qui viennent, au moment où il faut accélérer la transition environnementale. Avant d'annoncer, on va dire, des objectifs comme la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, on a fait un travail interne qui était de lister les actions possibles et de faire une double évaluation sur les enjeux économiques et sur les enjeux environnementaux. Donc, quelque part, les investissements, on les a chiffrés pour être capable de connaître aussi le retour sur investissement et de pouvoir décider d'y aller en connaissance de cause. Maintenant, oui, rentable et durable. Dans cet ordre-là, il faut garder cette logique-là dans une entreprise quand même. Tout à fait, dans cette logique de performance globale et dans cette logique de temps long qui nous occupe effectivement et qui nous anime sur ces questions-là. Ensuite, sur les changements de modèle, c'est ce qu'on va trouver sur le développement de solutions environnementales, notamment pour les clients, puisque l'environnement nous permet d'innover également et de contribuer positivement cette fois à l'impact de nos secteurs d'activité. Alors comment vous déclinez de tels objectifs dans un groupe mondialisé? On disait plus de 200 000 employés, 120 pays. C'est pays par pays, c'est métier par métier. Comment vous déclinez ça? Alors c'est d'abord avec une vision qui est commune. Et donc on a depuis plus de 10 ans maintenant un manifeste qui reprend tous nos objectifs RSE. Donc quelque part l'environnement et aujourd'hui notre ambition qu'on relance, c'est une déclinaison de cet aspect environnemental du manifeste. Ensuite, c'est effectivement une énorme mobilisation générale où nous prenons le fait que l'environnement est l'affaire de chacun d'entre nous, individuellement, collectivement, donc pour nos collaborateurs, mais également nos partenaires, fournisseurs, clients, on les anime dans cette démarche. Et nous avons lancé en interne un grand concours qui s'appelle le Prix de l'environnement, qui nous permet de passer à cette dynamique de mobilisation. Les candidatures viennent de se clôturer. On a déjà 2500 candidatures qui ne sont pas de l'idéation, ce sont des actions déjà déposées par nos collaborateurs. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Ce prix de l'environnement, c'est quoi? L'objectif, c'est que ça débouche sur
des actions concrètes, des modifications dans votre façon de travailler? Alors, tout à fait. L'idée, c'est que chacun dans son secteur d'activité, dans sa géographie, soit équipé du bon niveau d'information pour décider et voir comment intégrer l'environnement. Ensuite, par secteur, je dirais, si je prends le domaine de la route, ça va sur des innovations du type la route 100% recyclée, sur la route qui restitue et stocke de l'énergie, notre innovation Power Road. Dans le domaine de la construction, on est sur des matériaux bas carbone. Vous avez cité le béton bas carbone, effectivement, mais c'est également des solutions d'efficacité énergétique, de réemploi des matériaux de construction. Dans le domaine de l'énergie, c'est sur l'énergie renouvelable et là encore le stockage et la distribution d'énergie. Donc on le décline effectivement selon nos différents métiers. Mais ça, ce sont des projets qui sont déjà lancés. Donc vous espérez de ce prix de l'environnement, ce prix Vinci de l'environnement, de nouvelles initiatives, c'est ça, pour les 10 prochaines années? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est accélérer. Donc, à la fois en termes de nombre d'initiatives, d'idées et d'actions pour foisonner et faire une libre place à l'innovation sur ces enjeux-là, mais également nous permettre derrière de sélectionner celles qui vont apporter un vrai changement d'échelle. Donc l'année 2021, c'est surtout l'année pour nous où nous allons devoir changer d'échelle sur un certain nombre de ces enjeux-là. Vous intégrez le nouvel indice CAC 40 RSE, c'est tout récent, il vient d'être créé. Déjà, c'est quoi ? Alors, c'est un indice boursier, donc effectivement indexé à Euronext et lancé par Vigeo et RIS, qui vise à, quelque part, donner de la visibilité sur les 40 entreprises principales du CAC 40 qui ont une performance ESG qui sort du lot. Donc, c'est pour nous surtout une valorisation, en fait, au niveau du marché financier de nos actions en matière d'environnement social et gouvernance. Oui, c'est devenu un enjeu de valoriser l'extra-financier. C'est effectivement une des manières, mais comme il y a d'autres reconnaissances qu'on peut avoir sur des labels, des certifications, donc quelque part là c'est une reconnaissance pour les marchés financiers. Il y en a d'autres, puisque en fin d'année dernière on a lancé notre première obligation verte, donc un green bond, qui a été extrêmement bien perçu d'un point de vue financier sur les marchés et qui nous permet surtout de mettre là encore notre démarche en cohérence, puisqu'y compris sur les produits financiers, on va les indexer à nos critères de performance et de déploiement de l'ambition environnementale. Alors Vinci, il y a évidemment beaucoup de métiers différents. Vous en avez cité quelques-uns, évidemment, route, autoroute. Il y a des aéroports sous concession, les métiers de l'énergie, les travaux publics, le bâtiment, énergie, travaux publics, bâtiment. Là, je viens de citer des activités qui sont des activités polluantes. Ça vous donne une responsabilité particulière ? Alors, on a souvent l'habitude de dire qu'effectivement, on contribue à l'impact, mais c'est un impact sectoriel. On n'est pas du tout les seuls, effectivement, ici. Mais surtout, dans notre ambition, on souhaite être apporteur de solutions. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Et les solutions, c'est à la fois pour nos activités propres de réduire, limiter un maximum l'impact que l'on génère sur l'environnement, d'où le chiffre que vous avez cité des moins 40% sur nos émissions de gaz à effet de serre, mais d'apporter des solutions en étant proactif pour réussir quelque part à donner de l'impact positif sur ces secteurs, effectivement. Mais est-ce que l'enjeu, c'est aussi de changer l'image d'une certaine façon? Parce que c'est vrai, quand on est sur ces activités-là, on peut être montré du doigt, comme une entreprise polluante. Alors, il y a une partie d'image, bien sûr, et très souvent, l'impact de nos secteurs est pointé du doigt parce que émetteurs, etc. En même temps, nous œuvrons aussi pour réhabiliter. Je vais vous parler de milieu naturel, par exemple, puisque quand on restaure les berges d'une rivière, par exemple, nous sommes équipés, on va dire, de capacités en génie écologique pour être capables de recréer également des écosystèmes. Donc finalement, la réhabilitation des berges d'une rivière aujourd'hui, c'est le fait de renaturer une partie de biodiversité. Ça, c'est beaucoup moins connu et c'est de ça dont je parle aussi quand je parle de recréer de l'impact positif par nos métiers. Oui, mais par exemple, les métiers du bâtiment, on sait que le bâtiment, c'est un secteur qui produit énormément de déchets. Là aussi, il y a une démarche pour réduire cet impact en matière de production de déchets. Alors, on va être dans la démarche éviter, réduire, compenser. Donc, c'est déjà de mettre la juste quantité de matériaux. Voilà, donc on est dans de l'éco-conception
ambition à ce niveau-là. Le réduire, ça va être d'aller choisir les matériaux qui sont les moins émetteurs, donc d'où la dynamique de béton bas carbone, par exemple. On fait du béton sans ciment ou du béton à partir de matériaux recyclés. Et puis, effectivement, la compensation, c'est un peu le dernier niveau quand on a déjà réduit tout ce qu'on pouvait en termes d'impact. Merci Isabelle Spiegel. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, on débat sur cette proposition de plusieurs députés et sénateurs d'ailleurs de la majorité, emprunter 70 milliards d'euros pour financer la transition climatique. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Emprunter 70 milliards d'euros pour financer la transition climatique. C'est la proposition faite par plusieurs parlementaires, notamment 3 députés La République En Marche, Pascal Canfin, Laurent Saint-Martin et Bénédicte Peyrol, député de l'Allier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. On va vérifier que la liaison est bonne. Je vous entends très bien. Bon, ça marche, c'est parfait. Vous allez pouvoir détailler cette idée et débattre avec Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines. Bonjour, vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée. Et Nicolas Rochon, bonjour. Bienvenue, fondateur du groupe Air Green Invest. Vous financez justement la transition. Bénédicte Peyrol, je commence avec vous. Est-ce que c'est le bon moment pour emprunter 70 milliards de plus, si j'ose dire? Alors, la proposition qu'on a faite, elle s'inscrit dans un travail sur qu'est-ce qu'on doit faire de la dette Covid de manière générale. Et cette proposition est venue dans le cadre des réflexions qu'on avait sur le plan de relance et est-ce qu'il faut le prolonger ou pas, est-ce qu'il faut l'amplifier. Et la question de l'amplification du plan de relance, on ne pense pas qu'elle soit nécessaire de se poser la question maintenant parce qu'il faut avant tout le mettre en œuvre et le décliner sur les territoires. En revanche, concernant la transition écologique, on sait dès à présent que malgré la mise en œuvre du plan de relance, d'ici après 2022, il nous faudra aussi continuer à investir. Et on sait aussi que les investissements dans la transition écologique nécessitent d'avoir une vision à long terme. Et c'est pour ça qu'on fait cette proposition dès à présent. On ne propose pas d'emprunter 70 milliards d'euros en 2022. On propose de s'inscrire dans un horizon 2028. Nous savons, d'après les études qui sont faites notamment par le think tank I4C, qu'il va nous falloir 15 milliards d'euros par an en plus en termes d'investissement tout compris, acteurs privés, publics, dont 7 à 8 milliards d'euros pour l'État. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette proposition, aussi parce qu'on pense qu'elle sera bénéfique pour le budget de l'État en termes de recettes et de croissance pour l'avenir. Alors ça peut sembler effectivement un peu paradoxal, Jean-Noël Barrot, dans le cadre d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de la dette Covid, de se dire on se rajoute 70 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense qu'effectivement il faut être ambitieux sur les questions de transition écologique et qu'il y a 2 manières, si je puis dire, de financer les efforts considérables dont Bénédicte a parlé. Le premier, c'est effectivement de s'endetter. Et est-ce que vous avez dit, est-ce que le moment est le bon moment? Alors, les taux restent bas, mais ils sont en train de remonter légèrement. Donc il y a peut-être un risque les quand taux même. vont rester très durablement bas parce qu'il y a, du fait du vieillissement global de la population mondiale, un déséquilibre entre ceux qui veulent épargner et les supports pour cette épargne. Donc les taux vont rester bas pour très longtemps. Vous êtes optimiste en disant ça? Non. Je pense que c'est le consensus chez les économistes. Ouais. Et donc on peut être, à condition de s'endetter pour de bonnes raisons. Malgré les plans de relance de l'économie américaine, 1 700 milliards, plus 3 000 milliards qui sont annoncés par Joe Biden. Les taux ne vont pas augmenter pour autant. Bon. Et donc, à condition d'utiliser cet argent pour de bons motifs, c'est le bon moment. Mais il y a une autre manière aussi de financer cette transition écologique, c'est de solliciter, non pas les 70 milliards, mais les entre 100 et 200 milliards qui ont été accumulés sur les livrets, sur les comptes courants des Français, et qui pourraient être utilement affectés à la transition écologique via des placements, via des investissements dans des supports d'investissement qui sont verts, qui sont pleinement tournés vers la transition écologique. Flécher cette épargne populaire. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les taux, Nicolas Rochon, vous voyez... Non, sur les taux, je me méfierais du consensus. Je me méfierais du consensus, parce qu'historiquement, les économistes, quand ils pensent que ça va bien se passer, normalement, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Et sur les marchés financiers, ça se répète de cycle en cycle. Donc je serais quand même un peu précautionneux. Et c'est un des systèmes
très important de vigilance quand on investit dans la transition énergétique, c'est les taux. Aujourd'hui, on a une accélération très forte des investissements dans la transition énergétique parce que nous avons des taux extrêmement bas, ce qui nous permet d'avoir des retours sur investissement et de rendre les énergies alternatives, notamment compétitives avec les énergies fossiles. Mais c'est vrai que ce point de vigilance des taux, que Dieu vous entende, j'espère vraiment que ça va être le cas, mais je serai un peu plus prudent. En revanche, moi, il y a un point qui m'intéresse énormément, c'est sur cette deuxième partie. C'est, oui, de quoi a besoin la transition énergétique pour se développer et pour essayer de combattre le réchauffement climatique. Et donc, je dirais même l'adaptation au changement climatique. C'est ça le vrai sujet. C'est l'épargne. C'est libérer l'épargne. Et c'est l'épargne, c'est là où est l'argent. L'État, il n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'argent, il perd de l'argent structurellement. Et historiquement, il nous a montré son incapacité à bien gérer l'argent. Donc, il nous faut, nous, aujourd'hui, les entrepreneurs, tous les acteurs de la transition énergétique, un État fort et consistant dans ses plans d'action. Je dirais juste un mot là-dessus. Comment peut-on faire confiance à un État qui, un jour, annonce un plan de relance à 50% sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique, une semaine plus tard, revient sur les engagements majeurs des contrats de long terme qui avaient permis à notre secteur, notamment dans le solaire photovoltaïque, de se développer. Et en réalité, c'est ça le paradoxe. C'est pas vraiment d'argent dont on a besoin. On a besoin de confiance de nos dirigeants qui vont nous donner une route et nous, acteurs, on va pouvoir investir et mobiliser l'argent privé. Confiance et simplification aussi, vous en direz un mot tout à l'heure. Bénédicte Peyrol, qu'est-ce que vous répondez à cette demande finalement d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui lui aussi accompagne la transition écologique ? Alors, deux points. La sécurité juridique, elle est nécessaire pour toutes les entreprises et tous les entrepreneurs, et je le comprends bien évidemment. Bon, on pourrait débattre longuement. On a eu ce débat en loi de finances sur les contrats qui concernent notamment effectivement le photovoltaïque. Il y avait une rente assez importante, des engagements passés qui avaient été pris. Il y a quand même des seuils dans la loi qui ont été fixés pour faire en sorte de ne pas déstabiliser totalement les acteurs économiques. Mais j'aimerais revenir sur la question de on n'a pas besoin d'argent, finalement on a besoin de confiance. Moi je pense qu'on a besoin des deux. Je ne suis pas convaincue pour le coup que la position de Nicolas Rochon, qui est de dire il n'y a pas besoin d'argent, elle fasse consensus pour le coup, contrairement au taux d'intérêt bas pour les économistes, parce que ce qu'on voit et ce qu'on anticipe encore une fois dans les études, c'est pas la parlementaire qui a fait les études ni économiques ni scientifiques, mais c'est qu'on va avoir besoin d'énormément d'argent pour faire cette transition écologique qui concerne l'économie, qui concerne nos infrastructures de mobilité par exemple, et que bien évidemment il ne faut absolument pas que ce soit l'État qui mette tout l'argent sur la table. En revanche, l'État a un rôle de levier et pour le coup il l'a toujours eu, et c'est son rôle principal et majeur. Il y a l'État, il y a bien évidemment aussi les collectivités, il ne faut pas l'oublier. Et j'aimerais dire dans ce débat que contrairement à la façon dont l'État emprunte sur toutes les autres dépenses, dans la transition écologique, l'État français est exemplaire puisqu'il a mis en œuvre ce qu'on appelle les OAT vertes. C'est-à-dire qu'il prend un engagement vis-à-vis des investisseurs concernant les dépenses qu'il va engager pour cette transition écologique. Elles sont clairement identifiées dans le budget de l'État. Les investisseurs, c'est totalement transparent vis-à-vis de ceux qui nous achètent notre dette. Et par ailleurs, et le plus important pour la parlementaire que je suis, et je sais que Jean-Noël qui est sur ce plateau, il y a beaucoup travaillé également, c'est celui de l'évaluation. Et quand on émet une OAT verte, on prend un engagement d'évaluation du côté pour les investisseurs, et l'évaluation laquelle, celle de l'impact sur l'environnement, ce qu'on ne sait pas toujours très bien faire au niveau de l'État d'ailleurs. Donc c'est vraiment un investissement et une capacité de s'endetter responsable. Alors justement, Jean-Noël Barrot, c'est l'un des enjeux majeurs. Si on débloque de l'argent, c'est comment on l'utilise et est-ce qu'on est sûr qu'il va au bon endroit ? Oui, je rejoins ce que disait Bénédicte, et même sur d'autres sujets. Aujourd'hui, l'important n'est pas tant le niveau de la dette que ce que l'on fait de la dette. Et ça, l'État français, le Parlement, doit pouvoir disposer d'outils beaucoup plus précis, beaucoup plus complets pour
mesurer l'effet que ces dépenses de l'État vont avoir sur le réel et en matière de transition écologique. 2 petites innovations importantes quand même à signaler. On a créé un haut conseil pour le climat avec des experts qui désormais donnent des avis sur la politique du gouvernement. Et surtout, et grâce à l'impulsion de Bénédicte Peyrol, on a au Parlement désormais un document qui s'appelle le Green Budgeting, donc le budget vert, qui va lister les dépenses et les recettes de l'État chaque année en disant telle dépense est plutôt favorable ou défavorable à l'environnement. C'est un embryon parce que seule une petite partie des dépenses et des recettes sont catégorisées, mais c'est très utile parce que désormais le Parlement pourra, en son âme et conscience, se prononcer, mais en sachant si l'argent qui est dépensé par l'État, si l'utilisation qui est faite de cette dette est favorable ou défavorable à l'environnement. Est-ce que ça vous rassure, ça, Nicolas Rochon, vous qui demandez justement de la simplification dans l'utilisation de cet argent? Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, hein, que les choses soient très claires. Je veux juste pouvoir m'engager sur un chemin long. Les infrastructures pour l'adaptation au changement climatique, on parle de 50 ans minimum pour pouvoir s'adapter. Donc, si on revient sur les décisions tous les 4 matins, parce que soi-disant, ça n'avait pas été bien fait, et parce que maintenant, telle ou telle nouvelle technologie est plus rentable, on n'y arrivera pas. Donc, on a besoin de confiance. Et l'État doit nous donner la confiance. Deuxième point, et c'est un point fondamental, c'est cette simplification. Pourquoi mettons aujourd'hui, il y a trop de démarches, c'est trop compliqué. Mais tellement de démarches, tellement de sous-commissions, tellement d'organismes. C'est une pieuvre. Et je vois un nombre d'entrepreneurs qui ont un mal fou pour trouver leurs aides, pour savoir à qui s'adresser. Allez demander dans les différents services, quand des organismes publics qui sont pour la transition énergétique, il y a 50 sous-services, 50 décideurs. Et donc ça, c'est un énorme problème. On nous parle de sujets. Entre le moment où l'État semble prêt à mettre en place la mesure, il y a au moins 18-24 mois qui se mettent en place. Ce n'est pas du tout en adéquation avec la vitesse et les besoins de ce secteur qui s'adaptent. Les décrets d'application arrivent trop tard, c'est ce que vous dites. Et puis ensuite, il y a trop d'interlocuteurs. Et trop d'interlocuteurs. Donc avant d'éventuellement développer ou débloquer plus à l'heure, ou peut-être qu'on peut garder l'idée de débloquer de l'argent, mais il faudrait simplifier. Je dirais juste un dernier point, c'est très important sur l'argent. Plus que de l'argent, je pense que l'élément démultiplicateur, pour qu'on arrive à accélérer le mouvement, c'est un phénomène d'assurance. Je pense que si l'État était là pour nous couvrir sur les premières pertes, là, on pourrait accélérer beaucoup plus vite. Je m'explique. Il y a beaucoup d'argent, mais tout l'argent est orienté vers les mêmes projets, c'est-à-dire des projets où il n'y a pas trop d'innovation technologique, où vous avez une vraie visibilité sur les cash flows. Vous pouvez donner un exemple, peut-être ? Je vais vous dire, aujourd'hui, si vous voulez investir dans du solaire au sol, vous investissez sur des centrales solaires au sol, finalement, le risque, il est quand même extrêmement faible, parce que vous avez une technologie qui est totalement mature, vous avez participé à un appel d'offres avec un prix, donc vous dites qu'il faudrait favoriser l'innovation, c'est ce que vous dites. En revanche, les infrastructures différenciantes. Je pense notamment, j'ai reçu encore un dossier là, sur les nouvelles bornes de recharge pour la mobilité. Donc comment on fait ? Coupler des bornes de recharge. Le modèle était extrêmement intéressant parce que le grand risque qu'on a aujourd'hui, c'est quel risque de trafic ? Quand j'ai une centrale solaire, je sens que 100% de mon électricité va être vendue. Donc ça, j'ai réglé mon problème. Ou après, il y a des agrégateurs, on va faire du stockage. Quand j'ai ma borne de recharge, qui me dit aujourd'hui que je ne suis pas en avance de phase et que ma borne de recharge ne va être utilisée que 3% du temps, 4% du temps, 5% du temps. Un investisseur, comment peut-il prendre le risque, il est avec l'argent des retraités français, sur un risque de trafic et d'utilisation. Donc vous demandez une assurance. Là, j'aurais besoin que l'État nous donne cette garantie. Il reste 30 secondes, je vais demander à Bénédicte Peyrol de répondre sur cette question d'assurance très rapidement. Merci. Oui, non, Monsieur Rochon, pour le coup, a 100% raison sur les mécanismes de garantie aujourd'hui. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire. C'est comme, par exemple, je vais prendre un autre exemple que celui des énergies renouvelables. Il y a celui aussi de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est pas très, très rentable jusqu'à présent quand on fait des économies d'énergie. Et je pense qu'on aurait à gagner à ce que l'État puisse arriver peut-être en termes d'assureur en dernier ressort. Il le fait dans d'autres dispositifs. On a tous connu le PGE, on continue à le connaître pendant cette crise, et peut-être qu'il faut qu'on travaille effectivement à voir comment l'État vient en soutien et encore une fois joue ce rôle d'assureur comme il peut le faire notamment aussi à travers des mécanismes de PIA
d'investissement, qui sont des programmes d'investissement d'avenir, mais très spécifiques et très compliqués. Je veux bien l'admettre, Nicolas Rochon, sur ce point-là. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Tout de suite, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec un self-bar aujourd'hui. Bonjour Grégory Montfort. C'est quoi l'idée du self-bar ? Alors l'idée, c'est d'avoir une machine à boisson intelligente qui va supprimer en fait un petit peu la majorité des problèmes qu'on va retrouver dans le secteur de l'Horeca. Et ça permet surtout de mettre en avant des valeurs très importantes qui sont l'anti-gaspillage, qui sont le don caritatif automatisé et la solidarité en fait coopérative envers le secteur de l'Horeca. Alors c'est pour ça qu'on vous a invité dans une émission qui parle de l'impact. L'anti-gaspillage, pourquoi c'est une solution en la matière ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ce souvenir d'avoir consommé une bière dans un bar. Ça a pu m'arriver, ça fait longtemps. Le souvenir commence à être lointain, mais ça m'est arrivé. En fait, vous avez souvent le barman qui sert un petit peu, qui fait couler la bière et ensuite qui met son verre. Et il faut savoir que quand une seconde coule, ça représente quasiment 5 centilitres. Donc il y a 20% des fois du verre qui part à l'égout. Alors imaginez quand il y a 50 personnes à servir en 5 minutes, il y a beaucoup de verres qui se renversent, de mousse qui est renversée. Ici, comme c'est le client qui se sert avec une carte, tout simplement, il pose sa carte sur un lecteur, la carte est prépayée et il va se servir centilitre par centilitre sa boisson. Donc c'est comme à la pompe à essence, on ne met jamais d'essence à côté pour voir si ça marche. Il fait plus attention, quoi. On responsabilise déjà les consommateurs. Et puis surtout, si quelqu'un veut consommer que pour 5 centilitres, il consomme que 5 centilitres. Alors vous avez créé l'entreprise il y a un an, évidemment, avec cette année Covid. Ça a dû freiner en partie votre développement. Vous en êtes où, justement, du développement de l'entreprise ? Alors j'ai envie de dire, le développement est aujourd'hui encore meilleur que l'an dernier parce qu'on a profité pour du coup réfléchir à comment améliorer la machine. Et la meilleure chose qu'on a trouvé à faire, c'est de rajouter un système Covid Safe dessus. On a mis un boîtier équipé de lampes UVC, donc qui détruit 99% des bactéries. Vous avez un système de ventilation qui va aspirer l'air et qui repurifie, qui rebalance l'air dans le bar ou le restaurant de façon purifiée. Et on a vraiment travaillé sur l'aspect des valeurs aussi, qui était un peu moins évident. Un an avant, je vous aurais moins bien expliqué. Oui, donc c'est important. Vous êtes en phase de levée de fonds, c'est ça ? Oui. Donc vous cherchez des partenaires pour développer l'entreprise ? On cherche des partenaires privés, publics, infrastructures ou autres, puisqu'en fait, les machines sont mises à disposition gratuitement dans le secteur de l'événementiel ou de l'Horeca. Et c'est justement parce qu'elles sont mises à disposition gratuitement qu'il faut quand même avoir un coût à la fabrication. Donc l'argent sert quasiment à fabriquer les machines. Donc vos clients, c'est qui ? Les cafetiers ? L'événementiel ? Non, même pas. En fait, pour un cafetier ou l'événementiel, les machines sont mises à disposition gratuitement. Nous, on passe directement par les fabricants de machines. C'est-à-dire qu'en France, vous avez le leader de la construction des machines à bière qui s'appelle DAV Équipement, qui est en fait notre client principal. Donc, ils sont les leaders depuis plus de 50 ans. Et en fait, nous, on leur achète les machines. C'est parce que notre système leur permet déjà d'améliorer tout le service après-vente, un meilleur suivi. Et donc, c'est vraiment plus intéressant pour eux. C'est plus rentable puisqu'ils ont un carnet de commandes. Et eux, directement, ils vont voir leurs clients. Ils vont leur dire, on a une machine gratuite pour vous qui, en plus de ça, est 5 fois plus rentable qu'avant. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup Grégory Montfort. Bon vent à vos self-bars. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses.